Les Outre-mer contemporains sont un produit résiduel de l'expansionnisme qui a poussé des nations rivales à étendre leurs frontières au-delà des mers et des océans. Engagé à partir du XVIIe siècle, ce mouvement a pour but de satisfaire leurs intérêts économiques et promouvoir leurs idéaux politiques et religieux. Dès l'origine, la mer devient un enjeu de pouvoir. Sa maîtrise conditionne l'exercice d'une influence durable dans le monde. Y disposer de points d'appui logistiques et de relais de pouvoir est une nécessité absolue. Bonsoir les Itata et bienvenue sur le plateau d'Au gré des pages. Cette semaine, on va parler d'océans, de territoires qui sont parfois un petit peu lointains, mais dans lesquels il se passe beaucoup de choses. Ils ont un petit peu défrayé la chronique cet an dernier, parce que les Outre-mer, comme on les appelle communément, sont parfois l'objet de tensions géopolitiques, de crispations, parfois au niveau climatique, et il y a aussi beaucoup d'enjeux. Et ces enjeux, on va tâcher de les décrypter ce soir avec quelqu'un qui est spécialiste du sujet, qui a beaucoup travaillé sur la question. Il est professeur en sciences politiques et a fait des Outre-mer son principal sujet d'étude. Bonsoir Fred Constant. Bonsoir, Et bienvenue sur le plateau d'Au gré des pages. merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, c'est un vrai plaisir de vous avoir, d'autant que les Outre-mer sont au cœur de l'actualité et vous les remettez, vous avez eu le nez creux parce qu'en fait vous avez réédité Géopolitique des Outre-mer, donc aux éditions Le Cavalier Bleu, et il y a aussi l'Atlas des Outre-mer qui sort aux éditions Autrement. J'ai envie de vous demander, pour commencer, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet objet d'étude ? Écoutez, parce que dès l'origine de ma carrière universitaire, j'ai constaté qu'il y avait très peu de travaux académiques, en tout cas, sur ces territoires, qui sont pourtant beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine dans le monde, qui se trouvent localisés dans tous les océans, pratiquement, et dans beaucoup de mers aussi, et qui ont toujours joué un rôle central dans les relations internationales, et en particulier la manière dont les pays, à toutes les époques, se sont projetés dans l'espace international. Et c'est pour cela que j'ai commencé. Alors, naturellement, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses. J'ai écrit et je consacré des livres à d'autres sujets, hein. Mais malgré tout, le fil rouge, je crois pouvoir le dire, reste ces territoires. Alors, scientifiquement, on ne dit pas des outre-mer, hein, parce que outre-mer, ce n'est pas un terme scientifique, puisque on est de part et d'autre des eaux, hein, où qu'on soit, hein. Pour Exact. la Martinique, l'outre-mer, c'est plutôt l'Europe, hein. Et pour l'Europe, c'est plutôt le reste du monde. Donc, on voit bien qu'il y a une subjectivité dans cette appellation. En termes plus académiques, on parle ou de territoire insulaire non souverain, de juridiction insulaire non souveraine. On peut dire aussi entité subétatique non souveraine. Donc, il y a des variations. C'est pour prendre de la distance par rapport à l'objet, parce que l'expression territoire d'outre-mer, elle n'est pas neutre. Elle engage beaucoup de connotations qui sont d'origine coloniale et qui ont vraiment la peau dure, hein, pour le dire ainsi. Donc, le premier travail de tout spécialiste des sciences sociales, c'est de montrer, en requalifiant l'objet de recherche, eh bien, une certaine distance par rapport à lui pour essayer d'être le moins subjectif que possible. Et vous expliquez dans votre ouvrage que les Outre-mer, effectivement, vous l'avez dit, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser, j'en ai découvert, hein, très honnêtement, en lisant votre ouvrage, sont des miroirs grossissants. Ça veut dire quoi précisément? Qu'est-ce qu'on trouve dans les Outre-mer qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs? Ouais. Alors, tout d'abord, et c'est
une formulation très ancienne hein, qu'on trouve sous la plume de Tocqueville dans De la démocratie. Vous avez, lui, il parlait des colonies, mais la quasi-totalité des territoires que l'on considère dans ce livre ont eu le statut colonial, que c'est dans les colonies qu'on voit en miroir grossissant le mode de fonctionnement et, ajoutait-il, le mode de dysfonctionnement des métropoles. Donc déjà, c'est un miroir grossissant des pays de tutelle. Qui y sont associés, du coup. Absolument, puisque ça fonctionne en termes de binôme. Par exemple, les entités subétatiques britanniques, il y en a 14 dans le monde, et la plupart sont situées dans le Pacifique, mais on en trouve dans la Caraïbe encore un certain nombre, à peu près un peu moins de la moitié, eh bien, sont dans un rapport avec le Royaume-Uni. Alors ce rapport est distancié comparé à celui que la Martinique ou la Guadeloupe ou la Guyane entretiennent avec la République française et la France hexagonale, mais il y a quand même cet effet de tutelle. Pour rester dans la Caraïbe, vous avez aussi les Antilles néerlandaises qui entretiennent là aussi des rapports relativement étroits avec le royaume des Pays-Bas, hein, puisque c'est une monarchie, il ne faut pas l'oublier. Et même si ces territoires bénéficient d'un système d'autonomie beaucoup plus accru, important que celui qui est en place en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, par exemple, eh bien, la présence du gouvernement central néerlandais peut être très forte à certains moments. C'est-à-dire que dans leur constitution, il y a la possibilité laissée au gouvernement central des Pays-Bas d'intervenir directement dans la gestion des affaires locales si celle-ci n'est pas conforme à un ensemble de règles de probité, de bonne gouvernance, etc. Et comme dans beaucoup des territoires de la Caraïbe, et d'ailleurs, mais qui sont de petits territoires d'interconnaissance, eh bien, il y a des difficultés avec le respect de la loi et des comportements, on va dire, qui soient pleinement conformes aux règles de probité. Alors, pour le dire en termes un peu moins euphémisés, il y a régulièrement des scandales de corruption, de détournement d'argent ou de placement illicite de capitaux, de blanchiment d'argent. C'est aussi par ces activités-là que certains de ces territoires, j'ai bien dit certains, Certains, ont on note. trouvé un modèle économique. Je prends un exemple. Les îles Caïmans sont bien connues dans le monde. C'est un territoire donc insulaire, non souverain, qui est rattaché à la couronne britannique et qui offre des placements. S'il faisait que ça, ce ne serait pas répréhensible. Mais parfois, il y a des capitaux, on va dire, illicites qui atterrissent sur les comptes bancaires de ces territoires qui fonctionnent presque uniquement sur les revenus de ce qu'on appelle le offshore banking, c'est-à-dire en fait la finance qui est un peu dérogatoire au droit Oui, commun, oui, la qui finance contourne un offshore, peu hein, c'est un les terme anglais, règles. mais voilà, qui contourne les règles. Et en termes de stratégie, parce qu'on se rend compte, particulièrement avec l'actualité récente, mais pas que ce sont des territoires qui sont éminemment stratégiques. Est-ce qu'ils l'ont toujours été? Et est-ce que du coup, cet aspect stratégique se renforce avec le temps et en fonction des évolutions de pouvoir, d'objectifs aussi des différents gouvernements? Oui, alors la valeur géopolitique de ces territoires varie dans l'espace et dans le temps, comme on peut l'imaginer. Pendant tout le temps, par exemple, où la façade atlantique, pendant la guerre froide, par exemple, était le centre de gravité de la géopolitique mondiale, il est certain que la Caraïbe était un haut lieu stratégique. Et d'ailleurs, il suffit de se rappeler que les États-Unis avaient des bases dans plusieurs territoires caribéens.
à partir de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais après aussi, pour mesurer l'importance de ces territoires. Dans l'actualité récente, hein, pour prendre les bottes de 7 lieues et venir à ce qui, en général, intéresse plus directement les téléspectateurs, on a vu combien l'intervention militaire américaine au Venezuela a été rendue possible par, on va dire, la mobilisation, on va le dire comme ça, diplomatique de certains pays caribéens dont le chef de file était Trinité et Tobago, Trinidad et Tobago. Sans l'accord de la première ministre de Trinidad et Tobago, il aurait été difficile pour les Américains de disposer un groupe naval aussi important à l'intersection pratiquement des eaux internationales et des eaux territoriales de Trinidad et Tobago. Et il fallait que ce groupe naval, c'était un ensemble de navires de guerre, hein, le pavillon étant, le porte-avions étant la pièce maîtresse, mais un porte-avions ne se déplace jamais seul. Il y a au moins une dizaine de pièces, le plus souvent, surtout que là, il s'agissait du plus grand porte-avions en activité des États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de pièces qui l'accompagnent. Et il fallait avoir une superficie assez importante pour permettre toutes les manœuvres d'approche pour réaliser cette opération qui, encore une fois, restera dans les annales, parce que l'enlèvement dans ces conditions-là d'un chef d'État en exercice, il y a eu des précédents, mais avec une retransmission quasi directe sur certaines chaînes de télévision, enfin pas directe, en différé en réalité. C'est vrai qu'on a pu vivre le Ah oui, moment oui, et en c'est comprendre exceptionnel. toute l'intensité aussi. L'expression, le commentaire du président des États-Unis devant les médias en disant j'ai suivi cela comme une émission de télévision, en dit long. Donc voilà, alors c'est un effet de banalisation de ces opérations et en même temps de déréalisation qui est toujours nocif, hein, puisque le téléspectateur ne mesure pas ce que ça veut dire en termes de violation des relations internationales, des principes qui sont censés les gouverner, et puis aussi de violation de la Charte des Nations Unies, qui, faut-il le rappeler, a été quand même fondée, en grande partie conçue aux États-Unis, hein, même si il y a un grand juriste français qui a joué un rôle important, René Cassin, Mhm. mais c'est quand même aussi les États-Unis qui sont le berceau de ce point de vue de cette charte, hein. Vous savez, qui met à égalité les États, enfin Mhm. officiellement en tout cas, En tout cas. et qui définit un code de bonne conduite, hein, entre les États. Qu'est-ce que cette action militaire, qu'est-ce que ce choix politique, clairement, des États-Unis implique pour nous, territoire ultramarin français? Parce que c'est vrai que on a parfois un peu de mal à comprendre l'intérêt, bon, même si voilà, beaucoup de choses ont été dites dans les médias, mais l'intérêt, un peu soudain pour la Caraïbe, par la première puissance au monde, et la suite, ce que ça implique, ou plutôt que ça peut impliquer pour nous dans l'avenir proche. Alors, ce n'est pas un intérêt soudain, hein. Les États-Unis, depuis pratiquement leur existence, en fait, la doctrine Monroe, hein, pour dire son nom, qui a été édictée au XIXe siècle, eh bien, établissait un périmètre de sécurité pour les États-Unis qui incluait la Caraïbe. Et c'est vrai qu'il y a certains moments où les États-Unis ont donné le sentiment de se désintéresser de la région, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de menaces, hein, directes. Cuba étant neutralisé depuis longtemps, l'URSS ayant implosé, la Russie n'ayant plus suffisamment de force Mhm. à engager dans la zone, puisque après l'implosion de l'URSS, eh bien, c'est
avec difficulté que la Russie a repris un petit peu un courant d'aide qui a été remplacé par la Chine populaire, hein, par rapport à, à Cuba. Et les difficultés de Cuba sont redoublées. Vous avez vu qu'on n'a pas attendu longtemps, parce que le Venezuela ayant été atteint, Cuba ne bénéficie plus d'un programme qui s'appelle Petro-Caribe et qui permettait à Cuba d'accéder à des hydrocarbures à des prix en dessous, très en dessous du marché, en échange de services divers. Donc, tout ça montre que les États-Unis ont toujours été présents, mais ont gradué cette présence en fonction de ce qu'ils percevaient comme leur intérêt. Et depuis le second, j'arriverai à le dire, le second mandat de Donald Trump, le réinvestissement qu'il a indiqué autour de 3 objectifs majeurs: renforcer la puissance américaine, faire savoir que nous restons la première puissance mondiale malgré l'affirmation systémique de la Chine populaire, de l'affirmation de la prospérité des États-Unis sur toute la planète, en revendiquant presque une hégémonie sur certains secteurs de l'activité, et tout ça pour contrer justement le monopole que la Chine a sur les terres rares notamment et d'autres minerais. Et puis le troisième élément, c'est renforcer, et c'est pour ça que je termine par ce troisième point, la sécurité immédiate des États-Unis, c'est-à-dire dans ce que les Américains appellent l'hémisphère occidental, qui est en fait notre hémisphère, notre mare nostrum, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Amérique centrale, les Caraïbes. Il y a une volonté de réinvestir cette zone qui avait été un peu délaissée par ses prédécesseurs, parce que ses prédécesseurs estimaient que le lieu stratégique où se menait la lutte pour le leadership mondial n'était plus la façade atlantique, les Caraïbes, mais l'océan Indo-Pacifique. D'accord. Voilà. Donc ça reste toujours entre guillemets, une vérité. Mais le président des États-Unis a décidé de marquer le retour de son pays, un retour d'ailleurs brutal, dans cette zone pour affirmer l'hégémonie des États-Unis dans cet hémisphère. Pour autant, il sait très bien que le compétiteur principal des États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine populaire. Le seul empire, puisque le terme est redevenu à la mode, qui peut concurrencer et qui concurrence directement les États-Unis, c'est la Chine populaire. Dans certains secteurs, la Chine populaire devance les États-Unis. Donc, par exemple, sur le plan militaire, quantitativement, la Chine populaire devance les États-Unis dans toutes les dimensions. Ils ont plus d'avions, plus de navires, plus d'effectifs, naturellement. Naturellement, bien sûr. Sur l'armée de terre. En revanche, là où les États-Unis, il y a un consensus des spécialistes de cette question, continue à avoir, je dirais, une avance, c'est dans tout ce qui est l'interopérabilité des armées. C'est un terme un peu barbare qui veut simplement dire la manière de tirer le maximum d'efficacité du dispositif militaire dont on dispose à un moment donné sur un théâtre donné. C'est sa manière de communiquer entre toutes les forces pour avoir la meilleure efficacité possible. Optimiser au maximum. Voilà, absolument. Et ça repose sur ce qu'on appelle la technologie embarquée dans les équipements militaires et qui permettent en temps réel d'indiquer quelles sont les meilleures options. Il y a toujours naturellement une décision humaine, mais elle est facilitée, préparée par cette technologie embarquée. Ce qui veut dire aussi que les métiers de la défense nationale de nos jours nécessitent une capacité intellectuelle, cognitive très importante. Eh bien, écoutez, c'est autant impressionnant que renversant
j'ai envie de dire. On va juste faire une toute petite pause, parce que évidemment, on a envie de continuer à, ben voilà, enfin, je sais pas pour vous, les Itata, mais moi, j'ai envie de continuer à vous questionner, à voilà, apprendre du coup ce que vous avez à nous dire. On va juste faire une petite pause pour vous poser quelques questions, et du coup, on passe à notre rubrique tac au tac. Monsieur Constant, ce qu'on va faire, c'est je vais vous poser quelques questions et l'objectif, c'est d'y répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, absolument. Hein. Bon, très bien. Quel territoire ultramarin vous surprend le plus aujourd'hui? Le Groenland. Ah, je ne peux pas m'empêcher de vous demander pourquoi. Là, c'est moi qui déroge à la règle. Parce que c'est le territoire d'outre-mer le plus étendu au monde, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés. L'une des plus petites populations, rapportée en tout cas à la superficie, 57 000 habitants. Et ils font preuve d'une résilience pleine d'humour que je trouve admirable. Merci pour cette explication. Quel est le livre que vous pourriez, ou l'œuvre que vous pourriez nous conseiller pour mieux comprendre la géopolitique mondiale, vous qui êtes professeur en sciences politiques? Il y en a plusieurs, mais je ne devrais pas me lancer dans un conseil sur des ouvrages techniques, parce que ça nécessiterait pour les lecteurs au préalable la maîtrise d'un certain vocabulaire. En revanche, je crois que les fictions offrent parfois des débouchés tout aussi passionnants. Et celle que j'ai envie de proposer ne porte pas sur le monde entier, mais elle porte sur notre région au sens large, c'est-à-dire toutes les Amériques. Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis, Amérique latine avec tous les pays qui composent l'Amérique latine et le Brésil, l'Argentine, le premier chef, Amérique centrale avec les 7 pays de l'isthme centra-américain, et puis la trentaine de territoires de pays de la Caraïbe. Et c'est un ouvrage qui a été écrit par un prix Nobel qui est de la région. Il s'appelle Mario Vargas Llosa. C'est un Péruvien de nationalité, mais français et francophone en tout cas de cœur. Il a été académicien. Et l'œuvre, c'est un de ses derniers romans, ça s'appelle Temps sauvage en français, Tiempo salvajes en espagnol. Et c'est de l'intérieur le déroulé de la collusion entre des entrepreneurs de grands groupes économiques américains plantés en Amérique latine et qui, en recourant au service des renseignements des États-Unis, font la pluie et le beau temps dans les régimes politiques des pays dans lesquels ces groupes sont implantés. Quand un gouvernement n'est pas assez docile, ne satisfait pas suffisamment à leurs demandes en termes pour optimiser l'exploitation des produits essentiellement agricoles qu'ils produisent, alors ils se débrouillent pour provoquer un changement d'équipe au pouvoir. Et ça existait pendant longtemps. Vous voyez que les États-Unis, ils sont dans la région. Oui, ils perpétuent, c'est pas si loin de la réalité quand même. Tout à fait, et ils interviennent depuis très longtemps. Et ça permet, c'est très bien écrit, comme toujours avec cet auteur, de comprendre l'antériorité de ce qu'on a vécu récemment. Ah, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette recommandation, les Itata. Voilà, vous avez de quoi faire. Et je vais terminer avec une question qui est un petit peu plus personnelle. Si vous n'aviez pas été professeur en sciences politiques, qu'auriez-vous fait? Ah, mais moi, j'ai plusieurs vies déjà professionnelles, puisque j'ai été pendant 15 ans au ministère des Affaires étrangères, j'étais diplomate, j'ai été ambassadeur plusieurs fois, conseiller aux affaires politiques, conseiller culturel. Et puis indépendamment de cette deuxième corde à mon arc, il y en a d'autres. Hein. J'ai été aussi au ministère de la Culture. J'ai travaillé comme directeur régional des affaires culturelles. Et puis, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'administration préfectorale, en Martinique d'ailleurs, mais j'ai été nommé au cabinet du préfet en Guadeloupe, au cabinet du préfet
en Île-de-France et également au cabinet du préfet des Hauts-de-Seine. Donc, vous voyez, ça fait Ça déjà fait un large panel. une belle Mais carrière. un petit rêve, quelque chose, une Ah, petite si envie. j'avais la possibilité et le plaisir, pourquoi pas, de m'inventer une autre vie, Mhm. je pense que j'aurais aimé être euh, un musicien, je pense. Ah, vous êtes mélomane. Plus que mélomane, je suis un piètre pianiste, mais un admirateur notamment de cet instrument. Et il y a dans mon panthéon personnel plusieurs grands pianistes, notamment un qui m'est cher parce que c'est un ami en plus, c'est Mario Canonge. Ah, ben écoutez, on ne pouvait pas finir sur une meilleure note, j'ai envie de vous dire. Euh, Là, on est. Alors, l'émission est passée à toute vitesse. Vraiment, je n'ai pas vu à quel point c'est passé vite. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Par rapport à tout ce qu'on vit, nous, là, dans les Outre-mer, dans la Caraïbe, dans l'Amérique au sens large du terme, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Écoutez, moi, la réflexion que j'aurais envie de partager avec les téléspectateurs est la suivante. Ce n'est pas parce qu'on vit sur un territoire à la superficie réduite qu'on n'est pas pleinement partie de tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit pour le bien ou malheureusement pour le pire. Rien ne se passe dans le monde sans qu'il y ait un impact dans le dernier canton de l'univers, pour reprendre l'expression d'Aimé Césaire. Et souvent, les gens pensent que c'est trop loin, donc ils ne sont pas concernés, et c'est une erreur. On l'a vu, je l'ai fait observer à mes étudiants à l'Université des Antilles au moment du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, puisqu'elle s'est soldée par une pénurie de carburant dans plusieurs pays, et y compris en Martinique. Et la plupart d'entre eux n'avaient pas fait le lien entre le déclenchement d'une guerre des milliers de kilomètres de la Martinique et le fait que cela ait pu générer une pénurie à un moment donné de produits sur les marchés mondiaux. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Rien n'est interdit à un jeune ou une jeune martiniquaise de penser ou d'espérer ou même de rêver parce que il ou elle est né dans un petit territoire. Beaucoup de gens qui ont vécu dans des petits territoires ont eu des rêves plus grands qu'eux et une vie qui les a dépassés, hein. Eh bien, écoutez, c'est un merveilleux mot pour terminer cette émission. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Et on vous dit à la prochaine pour de prochains ouvrages ou de prochains échanges. Merci à vous. À très bientôt. Quant à vous, les Itata, je vous souhaite de belles lectures et surtout, restez connectés au monde qui nous entoure. Il est grand, mais nous comptons. À bientôt.